Une semaine politique marquée par le retour d'Emmanuel Macron sur le terrain, visite à Rungis, marathon au Salon de l'Agriculture. Demain, lundi, le président français présente donc sa stratégie pour les 4 ans à venir en Afrique avant d'entamer une tournée en Afrique de 4 jours. Voilà du grain à moudre pour nos éditorialistes. Richard Verly pour Blick.ch. Bonsoir. Et Perrine Tarnaud de Public Sénat. Bienvenue. Bonsoir Estelle. Alors Richard, on commence avec votre séquence politique de la semaine. Oui, elle nous ramène au milieu de la semaine avec cette minute de silence dans toutes les écoles de France, suite à ce meurtre d'une professeure, d'une enseignante de Saint-Jean-de-Luz. Moi, j'ai été très frappé. Alors, c'est malheureusement, la violence scolaire, c'est pas une spécificité de la France. On le sait, il y a des moments terribles aux États-Unis notamment. Mais je crois que ça pose à nouveau la question de que se passe-t-il dans les écoles françaises. On se souvient évidemment de Samuel Paty, même si ce qui s'est passé là n'a rien à voir. Bref, le malaise des enseignants. On sait aussi que les enseignants sont très nombreux à se mobiliser contre la réforme des retraites. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'on voit l'ampleur du stress qu'ils vivent aujourd'hui dans leur classe. Clairement, il y a une urgence scolaire en France. Mais c'était un moment qui a choqué les enseignants et la France, effectivement. Perrine, qu'est-ce que vous avez choisi comme image? Moi, je vais parler d'un autre stress, le stress hybride. C'est la situation, la sécheresse qui menace la France et qui est particulièrement alarmante. 35 jours sans pluie en France. On va battre sans doute le triste record de février 1959. Mais c'est pas tant ce record qui est inquiétant, c'est l'accumulation de sécheresse, puisque cette sécheresse hivernale arrive après celle de l'été dernier. Je vous rappelle qu'il y a entre 700 et 1000 communes qui n'avaient pas d'eau potable au robinet tout simplement l'été et l'automne dernier. Donc Emmanuel Macron hier au Salon de l'Agriculture a dit qu'il fallait déclencher un plan de sobriété. Donc après la sobriété énergétique, la sobriété en termes de rationnement sur l'eau, tout simplement. Oui, effectivement, il a dit que c'était la fin de l'abondance. On en parlait hier ici même avec des agriculteurs et agricultrices. Alors Emmanuel Macron, justement, donc un marathon au Salon de l'Agriculture, un 13 heures à arpenter donc ce salon immense. Il était mardi au marché de gros alimentaire de Rungis. Donc c'est une sorte de retour au contact des Français. On l'avait un peu perdu de vue d'ailleurs pendant toute la période assez houleuse des débats parlementaires sur la réforme des retraites. Donc est-ce que vous êtes surpris l'un et l'autre par ce retour? Non, c'est un petit retour sur la scène française et notamment il salue la France qui se lève tôt. Emmanuel Macron à Rungis au Salon de l'Agriculture, il l'a redit hier dans les allées du salon. Il est là pour parler avec des éleveurs, des exploitants agricoles qui se lèvent tôt, qui ne connaissent pas les RTT, qui bossent le samedi, le dimanche, les jours fériés, etc. Donc c'est vraiment pour insister à la fois sur sa réforme des retraites, bien sûr, il en a parlé, aussi sur la valeur travail, une valeur qu'il veut mettre en avant dans les prochaines semaines, dans les différentes séquences des réformes qu'il souhaite mettre sur la table. Mais en disant tout ça, je trouve qu'il prend encore une fois le risque un peu d'opposer deux France et de fracturer un peu une société française qui est déjà divisée sur cette question des retraites. Il ne va pas vraiment apaiser le débat. Et pourtant, il a été plutôt bien reçu. Il y a eu beaucoup de selfies, il y a eu quelques huées quand même. Et il y a eu un moment tendu, on va y revenir avec vous, Richard, si vous le voulez bien. C'était avec un militant écologiste. Regardez. Non, la Convention citoyenne pour le climat, elle a été balayée. Les dénis démocratiques s'enchaînent. Si, c'est vrai, et je suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là, on peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça, sinon ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Pourquoi Regardez ça. Pourquoi vous ne faites pas avancer la société? Vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas respectueux. On vous a déjà entendu, monsieur. Vous n'êtes pas respectueux. On vous a déjà entendu. Monsieur, vous êtes la démonstration. Vous avez déjà entendu. Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique. Non, il n'y a pas de violence. Non, c'est pas une violence civique. Vous nous poussez à bout. Monsieur, on a essayé les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Les États illégaux, monsieur. Mais ne dites pas ça. Je suis venu là. C'est pas un débat. C'est pas un débat, monsieur. C'est pas un débat. C'est pour vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire. On ne peut plus se laisser faire. C'est nos vies qui sont en jeu, monsieur. C'est nos vies qui sont en jeu. Vous n'avez pas le courage et la cohérence d'écouter une réponse, monsieur. Ça vous ressemble. Voilà ce que c'est. Et donc ça, tendu, hein. Alors je rappelle, sur 13 heures de visite. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette séquence? Mais ça prouve qu'il y a un vrai malaise écologique pour Emmanuel Macron comme président. Ça, on le sait. Au fond, ça restera peut-être comme le tournant que ces 2 mandats n'ont pas réussi à prendre. La Convention citoyenne pour le climat, il y avait laissé de faire quelque chose
et ça a fini par des résultats très controversés. Vous savez qu'une partie des recommandations n'ont pas été prises en compte dans la loi. Il y a aussi un malaise générationnel parce qu'il y a ce paradoxe, Emmanuel Macron, ce très jeune président, mais qui se fait littéralement agresser, interpeller par des beaucoup plus jeunes qui ne croient pas dans sa politique. Donc je crois que là, il y a un problème autour de l'écologie. Et l'autre difficulté, c'est qu'effectivement, il a raison, Emmanuel Macron, c'est une génération qui ne veut plus discuter parce que c'est une génération qui estime qu'on lui a menti. Alors on peut considérer que c'est pas bien de réagir comme ça, mais je crois qu'il faut en tenir compte. Il y a là un mur de révolte de la jeunesse sur le climat, et si la classe politique n'arrive pas à l'entendre, on va au-devant de lendemains qui seront difficiles. Alors c'est un rendez-vous traditionnel, hein, le salon de l'agriculture pour les présidents français. Là c'est vrai que je parlais d'un marathon 13 heures, je crois que la dernière fois qu'il y est... Enfin, avant l'année dernière où c'était dans un contexte très particulier. Avant le Covid et avant le voilà, il était resté 14 heures. C'est vraiment, ça rapporte vraiment beaucoup de choses sur un plan médiatique, non, mais moi, sur un plan politique. Moi, je trouve ça un peu ridicule, ces records qu'il faut battre chaque année. J'y suis restée plus longtemps que toi, etc. etc. Cette séquence qu'on vient de voir, elle est assez forte, mais elle est peu représentative de la visite hier du président de la République. J'étais au salon de l'agriculture. Maintenant, il y a un tel cordon de sécurité autour d'Emmanuel Macron que ce militant a eu beaucoup de chance d'avoir accès au président de la République. On est très loin, moi je trouve, des bains de foule que prenait par exemple Jacques Chirac, qui était un vrai gourmand, qui aimait vraiment le monde agricole au salon de l'agriculture. Maintenant, il y a un tel cordon sécuritaire autour du président de la République, c'est difficile d'y avoir accès. Et donc je ne sais pas à quel point en fait Emmanuel Macron arrive vraiment à prendre le pouls à la fois des agriculteurs et puis surtout des citoyens qui peut croiser dans ce genre d'événement, dans ce type d'événement. Alors il était question d'inflation, de souveraineté alimentaire. Alors en même moment, il y a le Rassemblement national qui lançait une campagne, je pense que vous l'avez vu, où va l'argent? Question rhétorique, donc posée à un gouvernement de plus en plus sourd à la colère du pays. Je cite le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella. Est-ce que ça peut inquiéter la majorité, ce type de campagne, ou est-ce que c'est finalement de bonne guerre, si j'ose dire? Écoutez, 2023 va être sans doute une année difficile. Elle va être une année difficile parce que d'abord on voit que la guerre en Ukraine, elle est loin d'être terminée, et toutes les répercussions qu'on connaît. La situation économique avec l'inflation, elle se tend, et il y a aussi pour Emmanuel Macron tout le problème politique qu'il a justement avec son manque de majorité, ou en tout cas la majorité qu'il n'a pas encore trouvée sur la réforme des retraites. Donc oui, je pense que ça va être compliqué, et on voit bien la tactique du Rassemblement national qui est de dire nous, on est à vos côtés, aux côtés des Français. Quoi qu'il arrive, on est à vos côtés. Et ça, c'est un discours, il faut l'admettre, assez imparable. Ça ne veut pas dire qu'il est juste, ça ne veut pas dire qu'il est vérifié, mais la tactique politique, c'est la bonne. Juste un mot sur le salon de l'agriculture, 13 heures, ça n'empêche pas, là encore, une question de demeurer. Emmanuel Macron n'est pas dans son élément au salon de l'agriculture. Quoi qu'il fasse, il n'est pas dans son élément. Et même au bout de 13 heures, on n'arrive pas vraiment à le croire en défenseur des paysans. C'est comme ça, c'est pas son registre, tout simplement. Donc est-ce qu'il y a une logique à s'entêter autant quand on n'est pas dans son registre? Je me pose la question. Alors, est-ce que demain, lundi, il sera dans son élément, donc à l'Élysée? Il va présenter sa stratégie pour l'Afrique pour les 4 ans à venir. Donc, il y a discours, puis conférence de presse. Donc là, c'était attendu juste avant une tournée. On rappelle, il part mercredi en Afrique australe. Effectivement, il part en Afrique australe. Là aussi, c'est vrai que c'est difficile de voir un peu quelle est la politique africaine d'Emmanuel Macron. Alors peut-être que dans ce discours-là qu'il prononce à l'Élysée en France, on ne sait pas pourquoi, et pas plutôt lors de ce déplacement en Afrique. Il y avait eu ce discours de Ouagadougou qui était très fondateur de sa politique africaine en 2017. Et puis après, on a vu tout ce qui s'était passé en Afrique, au Sahel notamment. Aujourd'hui, on assiste au départ de la force Barkhane. Il reste quand même encore 3000 militaires, je crois, à peu près militaires français, présents sur le sol africain. Donc on va voir un peu quelles vont être les grandes lignes que va dégager Emmanuel Macron demain lors de son discours à l'Élysée. Mais c'est vrai que la France aujourd'hui fait vraiment face en Afrique à une vraie campagne de bashing anti-française qui est très très forte. Et puis en plus, ce qu'il faut souligner, c'est que dans les pays que va visiter Emmanuel Macron cette semaine, ce sont des pays qui se sont abstenus à l'ONU la semaine dernière lors d'un nouveau vote de l'ONU contre la Russie. En fait. Oui, on en a beaucoup parlé, le Gabon, l'Angola, le Congo, la République démocratique. Donc c'est des pays qui aujourd'hui s'abstiennent, qui ne votent pas aux côtés des forces occidentales. Oui, ce qui est frappant, alors il est toujours bien sûr impossible de juger un discours avant qu'il ait été prononcé, donc on va voir ce qui sera dit demain, mais s'il y avait un symbole pour montrer que l'Afrique est en train d'échapper à la France, c'est quand même le fait de tenir ce discours à Paris avant même d'entamer le voyage. C'est quelque chose d'assez inédit, et quand vous êtes à Paris, vous parlez avant tout à l'opinion française, vous ne parlez pas tellement aux Africains. Alors, il y aura des journalistes étrangers. Oui, bien sûr, mais tout de même, je crois qu'il y a des symboles qui ont une valeur, celui-ci en est un, d'autant que la première escale, si je ne me trompe pas, c'est Libreville au Gabon, pays qui a été considéré
considéré longtemps comme un précaré absolu de la France. Donc on voit bien que c'est difficile. Rappelons aussi qu'au début, Emmanuel Macron comptait beaucoup sur les diasporas. Il avait même créé un conseil national sur l'Afrique avec des personnalités éminentes de la diaspora. Ça n'a pas marché, ça ne l'a pas rapproché de l'Afrique. On se demande aujourd'hui ce que peut faire la France, sachant, rappelons-le quand même, qu'elle n'a pas grand-chose à offrir en termes d'aide, pas grand-chose de supplémentaire, alors que d'autres pays comme la Russie et la Chine en ce moment disent « nous, on peut venir et on est à vos côtés ». Alors c'est vrai qu'on va regarder cette cérémonie qui s'est tenue lieu, c'était samedi dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'était le départ officiel de la task force Sabre. Là, le dispositif est redéployé. C'est un échec finalement, cette politique africaine pour l'instant, pour Emmanuel Macron. C'est un échec et en même temps la France est très seule dans cette politique anti-djihadiste menée au Sahel. Elle a été très peu soutenue par ses alliés, notamment européens. Donc effectivement la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, était dans une position difficile à tenir sur le long terme. J'ajouterais par rapport au voyage d'Emmanuel Macron, c'est qu'il part au moment où la réforme des retraites va entamer sa deuxième phase en fait avec l'examen du texte au Sénat. Et donc en fait il va une fois de plus un petit peu fuir le débat national pour essayer de faire autre chose à l'étranger. Donc voilà, ça c'est votre analyse. Effectivement, il ne sera pas là. C'est mardi que le texte arrive au Sénat. Exactement. Donc, oui, le sujet, on le voyait sur vos images, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse africaine. C'est un continent qui a une jeunesse extrêmement dynamique, qui a une jeunesse qui, pour l'instant, n'a pas d'horizon économique. Le grand miracle économique africain qu'on attendait, eh bien, pour l'instant, il n'est pas arrivé, il n'arrive toujours pas. Et cette jeunesse, elle se tourne au fond vers ceux qui proposent de l'aider et d'être à ses côtés. Ceux qui ne sont pas des anciens colons, est-ce que c'est pas ça le péché originel de la France finalement? Et finalement, peu importe ce que fera Emmanuel Macron, alors, on restera dans ce scénario. C'est évidemment, je dirais, un problème en termes de politique étrangère parce qu'Emmanuel Macron arrive en tant que tenant d'une ancienne puissance coloniale. Mais au-delà, il y a surtout les gestes concrets. Et aujourd'hui, regardez, la France avait quand même une vraie crédibilité en intervenant pour sauver Bamako, je le rappelle, sauver donc le Mali tel qu'il est. Et ça, même aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc la présence militaire, cette idée de dire on vient pour être à vos côtés, pour empêcher les djihadistes de prendre le pouvoir, ça ne marche plus tout simplement parce que les gouvernements qui ont été soutenus eh bien, n'ont pas démontré qu'ils agissaient pour le bien du pays, ou en tout cas ils ne l'ont pas suffisamment démontré. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce dimanche en politique sur TV5 Monde. Et bien sûr, nous allons venir sur ce discours demain et sur la tournée africaine d'Emmanuel Macron sur notre antenne et sur notre site. Merci encore. Merci.